Bon week-end à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Les jeunes Rwandais engagés dans l'entrepreneuriat se réjouissent des opportunités du marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Au sommaire également, la Cour d'assises de Bruxelles doit clôturer ce lundi l'audition des témoins dans l'affaire Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabossé, poursuivis pour crimes de génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les professionnels des médias déplorent la violence basée sur le genre qui est l'un des principaux handicaps à l'augmentation des femmes dans les médias. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les jeunes Rwandais engagés dans l'entrepreneuriat se réjouissent des opportunités du marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Les observateurs indiquent tout de même que le continent trouvera son salut dans l'entraide et les échanges intra-africains. Le point avec Jean-Damascène Manchim. Le commerce est l'une des activités partagées par un grand nombre de citoyens ordinaires africains. Cependant, de l'avis des observateurs, ce commerce intra-africain accuse beaucoup de problèmes et semble plutôt limité, ce qui ne favorise pas le développement des pays africains. C'est en tout cas le point de vue du docteur Faisal Kongo, un entrepreneur burkinabé. On va dire le commerce traditionnel en Afrique, c'est le commerce global mondial. Donc c'est le commerce de proximité, c'est de la logistique d'en gros. Donc je vais trouver un fournisseur, il m'envoie, je revends, je fais du détail. Donc ce commerce-là, c'est un commerce dans lequel, humainement, vous êtes limité. C'est-à-dire que, déjà vis-à-vis de votre compétition, qui se trouve dans d'autres endroits, vous n'allez pas pouvoir compétir vis-à-vis de votre client entre se déplacer 1 km pour aller voir votre compétiteur ou se déplacer 15 km pour venir vous voir. Sachant encore s'il sait que vous existez. Donc peut-être qu'il ne sait même pas que vous existez, il ne connaît que la personne qui est à côté. Donc c'est la même réalité de votre côté. Donc ici, le numérique, c'est l'un des aspects en fait des investissements, on va dire, publics sur le numérique. On parle de fracture du numérique. Mais la fracture du numérique est restée trop concentrée sur l'infrastructure, sur les télécoms. C'est important, je ne suis pas contre, c'est important. Mais nous devons nous inscrire dans de l'investissement pour de l'innovation à utiliser le numérique pour rompre avec des limites physiques qui empêchent notre économie d'exploser. Et vous, dans votre question, c'est ça justement le point. C'est que le numérique permet aujourd'hui, si la confiance est établie, que vous restez au Rwanda ici et que vous vendez votre produit à quelqu'un qui est en Tunisie. Donc ça, c'est ce que le numérique permettra. Parce que premièrement, il pourra vous voir. Il dit, tiens, il y a ce shop au Rwanda, là, ils vendent un produit que nous, on n'a pas et dont j'ai besoin. Ça va m'aider à compléter mon produit et pouvoir remplir plus mon marché, peut-être même qui est peut-être la Tunisie ou ailleurs. Aline Ouassé est une entrepreneure rwandaise. Elle a initié la société des Happiness qui produit des objets variés sur base de cuir. Elle se félicite d'avoir déjà commencé à jouir des bienfaits des échanges entre pays africains. Pour la ministre centrafricaine du Travail, le capital humain dont dispose l'Afrique en grand nombre doit être suffisamment outillé pour contribuer au développement. Il estime que pour y parvenir, un accent particulier doit être mis sur la formation des jeunes, qui constitue une grande partie de la population africaine. La jeunesse africaine a besoin d'être inspirée, a besoin des modèles. La jeunesse africaine a besoin qu'on leur crée des opportunités, qu'on leur crée des environnements pour qu'ils puissent s'épanouir. Et cela passe par beaucoup de choses. J'aimerais soulever là l'aspect formation, parce qu'il faut qu'on arrive à favoriser leur employabilité déjà. L'employabilité va passer par la formation professionnelle et ensuite les insérer. Les insérer soit dans les entreprises, soit à travers l'auto-emploi. Alors, c'est normal, je dirais c'est normal, mais la jeunesse cherche à s'en sortir et ils pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais c'est à nous les responsables des pays, de les accompagner
de leur tenir la main pour leur dire que le meilleur continent, c'est le continent africain. Parce que le continent africain est très riche. Maintenant, c'est à nous, Africains, de nous organiser, de nous donner les moyens de nos politiques, de nous donner, de faire ce qu'il faut pour développer notre continent. Si notre continent est développé, nous allons bâtir des hommes et des femmes pour mieux gérer notre continent. Il faut former, mais il faut faire la formation adéquation emploi. Ainsi, nous n'allons pas former que des chômeurs. Je rêve et puis je veux, c'est mon souhait. Comme je dis, je le souhaite, je l'inspire, je le veux de toutes mes forces. Ne pas former des chômeurs, mais former plutôt des créateurs d'emplois, des créateurs d'opportunités. Et si on arrive à faire ça, chacun à son niveau, à son échelle, notre Afrique sera... Elle est belle déjà, mais elle sera prospère. Actuellement, 8 pays seulement ont lancé des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, du Cameroun, du Ghana, de l'île Maurice, de l'Égypte et de la Tunisie. On reste sur le développement du continent africain, mais dans un angle différent, où les professionnels des médias sur le continent africain déplorent la violence basée sur le genre, qui est l'un des principaux handicaps à l'augmentation des femmes dans les médias. Ces professionnels, ainsi que des activistes des droits de la femme, sont d'avis que des stratégies adéquates doivent être adoptées afin de lever tout obstacle qui empêche aux femmes de jouir de leurs droits. Et même si dans ce domaine, beaucoup a été fait dans la législation pour bannir les violences de tout genre au Rwanda, les professionnels des médias estiment qu'il y a encore de quoi faire pour que l'effectif des femmes augmente au même rythme que celui des hommes. Premièrement, ce métier a été considéré comme le métier des hommes depuis longtemps. Quand moi j'entrais dans les médias, c'était comme ça qu'il était considéré comme un métier des hommes parce qu'on y voit plus d'hommes que de femmes. En plus de ça, les dirigeants des médias, des organes de presse sont pour la plupart des hommes. Si vous voyez le nombre de télévisions, le nombre de radios, et les propriétaires femmes sont très peu. Alors, cela fait que quand vous arrivez dans les médias, vous êtes entouré par les hommes et parfois certaines femmes ne résistent pas à cet environnement qui ne leur permet pas de s'épanouir. Et puis, il y a aussi les rôles de genre que nous faisons à la maison, les tâches ménagères que nous faisons à la maison, ça se retrouve aussi dans la plupart des médias. Là où, quand une jeune femme vient de l'école de journalisme, quand elle veut faire, par exemple, le sport ou faire l'info sur la politique, la science, on lui dit non, c'est mieux de faire le social. Ça aussi, c'est un frein parce que ça ne permet pas à cette jeune femme qui vient de l'école de s'épanouir. Donc, il y a cet aspect genre qui n'est pas encore renforcé dans les médias, que ce soit dans la prise de décision, là où nous voyons plus d'hommes que de femmes, mais aussi dans le contenu. Et les femmes, parfois, on leur donne les sujets à traiter qui sont très au social, alors que peut-être elles se sentiraient à l'aise dans d'autres sujets. Il y a aussi le harcèlement sexuel. Dernièrement, il y a aussi comment dirais-je, la qualité du travail ou les caractéristiques du travail du journaliste ou du journalisme. Ça demande qu'on travaille les week-ends, qu'on travaille les jours fériés, qu'on travaille la nuit, le matin. Et on a beaucoup de femmes qui viennent de l'école, de jeunes filles qui viennent dans les médias. Mais quand ils se marient, on voit qu'elles disparaissent parce que leur mari ne leur permet pas de rester dans les médias. Dans le même angle, nous allons recevoir dans nos studios Charlène Furaha qui vient de finir ses études à l'université Mont Kigali et qui a participé à cette conférence africaine des femmes dans les médias. Bonjour Charlène. Bonjour Amandine. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans la communication? Je dirais que je me suis retrouvée dans la communication. C'était beaucoup plus un appel de passion, beaucoup plus qu'une recherche d'opportunités de travail. En fait, c'est ça que j'allais demander. C'était un rêve, une passion ou bien un espoir d'opportunité de travail? Pour moi, c'était un rêve, cette envie de
c'est pas de s'informer pour informer. Cette envie de me connecter au monde entier, ainsi que d'influencer ou d'impacter positivement la population. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette conférence? Tu as participé en tant que qui? Dans cette conférence, j'ai participé en tant que panéliste et une représentante des élèves dans le club de genre dans des écoles de journalisme. Et quelles étaient tes attentes? Parce que tous les jours, quand on va quelque part, on a un objectif. C'était quoi tes attentes? J'avais vraiment de très grandes attentes et je suis ravie que mes attentes aient été satisfaites. Je m'attendais à rencontrer du monde, de professionnels dans le média et plusieurs d'autres domaines de la communication comme, je dirais, des acteurs politiques, afin de partager des idées sur les bons fonctionnements dans le monde médiatique et bien sûr solliciter des solutions pour éradiquer les problématiques qui s'y trouvent en relation avec les problèmes de violence basés sur les genres. Et en termes de réalité, donc sur terrain, dans les 2 jours de conférence, c'était quoi? Est-ce que tu as été déçue ou bien c'était quoi l'expérience? Déçue, non. Satisfaite, oui. Je dirais bien que mon expérience a été positive. J'ai eu l'occasion de partager mes idées avec d'autres professionnels, avec des étudiants qui y étaient. Mais aussi, j'ai moi-même appris quelque chose dans cette conférence. Bien sûr, je ne suis pas juste partie là-bas pour partager mes idées, mais recevoir d'autres en relation avec le média et la violence basée sur les genres. En tant qu'une future journaliste, il fallait que je m'informe. Voilà, c'était l'édition 2023 et c'était le thème de médias et la violence. Alors, c'était quoi les points que tu es rentrée avec? Qu'est-ce que tu as gagné dans cette conférence? Je suis rentrée avec plusieurs points. Primordialement, j'ai été touchée par la participation vive qui avait du monde. Et là, ça montre à quel point l'organisation AWIM fait un grand travail dans les mondes et à quel point les thèmes de médias et de violences basés sur les genres attire beaucoup de gens, attire beaucoup d'attention. Ça veut dire qu'il y a un vice là, qu'il faut qu'on s'en occupe dans le monde des médias. Également, j'ai pu faire part de mes discussions dans comment on peut, les solutions à proposer contre ces genres de violations dans le média, qui sont aujourd'hui un sujet, un tabou, mais qui y est toujours. Mis à part cela, il y a également, bien sûr, ah mon Dieu, on peut couper ça? Non. C'était quoi l'expérience? L'expérience pour moi, c'était d'abord d'apprendre les expériences des journalistes qui s'y trouvaient, qui sont d'ailleurs des victimes de ce genre de violences faites aux femmes. Ouais. Mis à part cela, il y a également des propositions qui ont été sollicitées lors des différentes discussions qui s'y. Et merci. Pour terminer, quel message pourrais-tu donner à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer? Le message est là. Tout ce que je peux dire à toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à cette conférence, c'est qu'ils peuvent toujours aller visiter les plateformes, les sites de AWIM pour se référer au sujet de cette conférence-là. Mais à part cela, n'est pas se limiter par là, faire des recherches au-delà de la conférence parce qu'il y a des informations un peu partout. Avec la nouvelle technologie, c'est plus facile de s'informer partout où vous êtes, bien sûr pour donner des grands impacts dans le monde du journalisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Je continue avec l'actualité. On était avec Charlène Foulaha qui nous parlait de la conférence, sa participation. Et maintenant, on continue avec l'actualité pour parler de la justice. La Cour d'assises de Bruxelles doit clôturer lundi l'audition des témoins dans l'affaire Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabossé, poursuivis pour crimes de génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Avant les conclusions du ministère public, des parties civiles et de l'accusation, Maître André Martin Karongozi revient ici sur les grands moments qui ont marqué le procès jusqu'à maintenant. Il y a la cour, mais il y a le jury, qui est la cour proprement dit, les avocats des parties civiles, les avocats de la défense, le ministère public, représenté par le procureur du roi. Qu'est-ce que vous avez constaté durant cette période écoulée? C'était un procès spécial. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on met ensemble deux accusés. Nous avons eu affaire à 2 accusés.
La mauvaise surprise, c'est que un des accusés a un problème de santé mentale. Et donc ça, c'est la première fois, en tout cas en Belgique, que ça se passe. Autre chose, la stratégie de la défense des accusés est, je vais dire, nous déstabilise dans le sens où on est éloigné quelque part du débat qu'on devait avoir. Vous avez entendu que un des avocats remet en question la réalité du génocide, c'est-à-dire pour lui, il y a eu 4 génocides, c'est tout nouveau. J'ai jamais entendu d'autres avocats dans d'autres procès côté défense avancer de tels arguments, mais voilà, il a fait le choix. Et alors, autre chose, c'est que systématiquement, on nous renvoie, voilà, ce qui se passe après le génocide, voilà ce que fait le FPR, le régime actuel. Ce n'est pas le débat, on ne peut pas justifier ce qui s'est passé en 1994. On ne peut pas justifier ce qui s'est fait par rapport à ce qui serait en train d'être fait après. Mais donc, c'est les choix qu'ils ont faits. Nous, on va se concentrer côté partie civile sur les faits. Et c'est très étoffé. Il y a vraiment beaucoup de choses dont on a parlé par rapport à ce qui s'est passé à Dikondo en 1994. Mais l'autre élément qui ne venait pas dans d'autres procès, c'est que on va aussi examiner les faits commis avant le génocide en février 1994 autour de l'assassinat du président de la CEDER, Buchanan Martin. Maître Domitil Philippard du collectif des parties civiles pour le Rwanda estime que pour sa part, même si les procès pour génocide se tiennent 29 ans après les faits, les témoignages des rescapés permettent de connaître la vérité. Réellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés, surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Et ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établis, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Donc même si les témoignages pris isolément peuvent présenter des difficultés parce que la mémoire humaine peut s'éroder au fil du temps, on arrive à recouper tous ces témoignages entre eux et à établir certaines certitudes. Et puis on a des psychologues qui sont venus nous parler de ce qu'étaient les spécificités de la mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. De la justice à la technologie, les experts dans le domaine du numérique estiment que l'Afrique doit redoubler d'efforts pour accélérer l'inclusion numérique afin d'assurer au continent un avenir radieux. Ce point de vue est surtout réitéré par Elisabeth Moreno, ancienne ministre française de la parité, de la diversité et de l'égalité des chances. Et moi, j'étais fascinée par les nouvelles technologies parce qu'elles nous offrent cette possibilité de progrès humain que l'on n'aurait pas imaginé, ne serait-ce même qu'il y a 10 ans. Les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent de vendre notre beurre de karité quand on est à Abidjan, de le vendre à Boston. Les nouvelles technologies permettent à Mango de faire ce genre de chemisier
et le vendre à Rome ou à New York. Les nouvelles technologies aujourd'hui permettent de soigner, de faire des opérations chirurgicales entre médecins à distance. Les nouvelles technologies permettent à des enfants qui sont éloignés des écoles, et je crois que c'est la ministre de l'Éducation qui parlait des difficultés d'avoir les bonnes infrastructures pour pouvoir enseigner à tous nos enfants ce dont ils ont besoin d'apprendre pour grandir et se développer. Les nouvelles technologies permettent tout ça. Et donc, on ne peut que se réjouir de ce que ces nouvelles technologies nous apportent. Mais il ne faut pas être naïf. Les nouvelles technologies ont aussi beaucoup de travers. Les nouvelles technologies, ce sont les réseaux sociaux, qui peuvent aussi être des réseaux de haine. Et il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se suicident parce qu'elles sont harcelées au travers des réseaux sociaux. Les nouvelles technologies, ce sont des jeunes garçons qui, parce que à l'école ou à la maison, n'ont pas d'éducation sexuelle et qui vont sur Internet et qui pensent que la pornographie, c'est de l'éducation sexuelle et que, pour être un homme viril, il faut être comme ces acteurs porno et qui ne savent pas faire la différence entre les deux. Vous savez qu'il y a aujourd'hui à peine 30% de femmes qui se dirigent vers les secteurs du numérique. À peine 30% au niveau mondial. Et à peine 15% dans le domaine technique. Permettre aux pays africains d'accélérer leur évolution. On continue avec l'actualité pour parler du ministère rwandais de la Santé qui lance donc un appel au public à ne pas baisser de garde dans la lutte contre le VIH-Sida. Le centre biomédical du Rwanda déplore par ailleurs ce fait donc que la jeunesse reste une catégorie la plus exposée aux nouvelles contaminations du VIH-Sida, ce qui doit interpeller tout un chacun dans cette lutte, comme l'indique Sœur Marie-Josée. Cette journée s'adresse à tout le monde. Nous pensons que chacun doit faire un effort pour lutter contre le sida. Parce que le sida, le VIH, quand le virus entre dans le corps, ça ne sort pas, ça reste, c'est vraiment à vie. Alors chacun est appelé à lutter contre le VIH. Si nous voyons la population qui est infectée, sont les jeunes. Et une fois qu'il y a 2 ou 3 jeunes qui sont infectés, qui ne prennent pas les précautions de protection, de non-transmission, et ça se répète, le virus continue, les infections, les nouvelles infections, nous pourrons les avoir. C'est pourquoi c'est à chacun de vraiment de faire son possible, d'éradiquer le VIH. Et 2030, c'est notre but. C'est notre projet comme programme de santé et nous espérons arriver peut-être à un pourcentage qui pourra être signe de notre effort d'éradiquer le VIH dans la population, même dans le monde. La communauté rwandaise est appelée, est invitée à s'engager d'abord, mais aussi à diffuser les informations, à éduquer la population, la jeune surtout, la jeune population. Les familles doivent éduquer les enfants à vivre sereinement dans cette démarche de sauvegarder la santé. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de notre chaîne télévision. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.